25 ans après l'offensive allemande de mai 1940, que reste-t-il des deux lignes de fortification qui à l'époque se faisaient face de part et d'autre du Rhin? La ligne Siegfried d'abord, avec ses 184 km de dents de dragon et ses 20 000 casemates construites en 2 ans. C'était une ligne de défense en surface destinée à accueillir l'armée de campagne et qui ne comportait aucune garnison. La ligne Maginot, c'était autre chose. Une véritable forteresse enterrée dont les 40 ouvrages principaux pouvaient abriter en permanence une armée de 40 000 hommes. Sa construction avait duré 12 ans. En 1965, la ligne Siegfried n'existe plus en tant que ligne de fortification. Les Alliés l'ont démantelée et les Allemands s'accommodent tant bien que mal des vestiges qui subsistent. Il en va différemment sur la rive gauche du Rhin, car la ligne Maginot est toujours là. Au détour d'un chemin, voici venir à nous un des bastions de la forteresse. Nous allons y pénétrer avec nos guides par l'entrée des munitions, celle des hommes plus petite étant située à quelques 200 mètres à l'ouest. C'est l'adjudant-chef responsable de l'équipe d'entretien de l'ouvrage qui nous accueille. Première surprise, le pont roulant qui recouvre le fossé fonctionne impeccablement. Derrière cette porte blindée, l'entrée de la galerie principale de l'ouvrage. Deuxième surprise, ce n'est pas la dernière, le petit train. Ici, on l'appelle le métro. C'est le seul moyen de transport possible dans cette ville souterraine qui ne compte pas moins de 5 km 400 de galeries. Ces galeries conduisent d'une part vers le casernement et l'usine de l'ouvrage, d'autre part vers les blocs de combat. Entre les deux, la réserve de munitions, ce sera dans quelques instants notre première halte. En cas de nécessité, il fallait pouvoir alimenter en projectiles les 344 pièces d'artillerie qui truffaient l'ensemble de la ligne Maginot. D'où ce dispositif ingénieux qui permettait à chaque ouvrage de débiter 2500 kg de projectiles à la minute. Un incendie étant toujours possible près du magasin aux munitions, une porte blindée de 7 tonnes se refermant automatiquement préservait le reste de l'ouvrage des conséquences d'une explosion. Nous voici repartis, par une température inférieure à 10 degrés, sur les traces des hommes qui pouvaient tenir ici avec des réserves de vivres et de munitions pendant 6 mois. Il est vrai que, du temps où l'ouvrage était en activité, un système de conditionnement et de filtrage de l'air assurait à l'intérieur des galeries une atmosphère plus clémente, malgré les 100 mètres de roc et les 3,50 m de béton qui séparaient les hommes de la surface du sol. 27 officiers et 800 hommes logeaient ici.
Dans cet ensemble révolutionnaire, pour les années 30, seule la literie datait un peu. Elle était du modèle 1871. Pour le reste, voyez vous-même, rien qui soit réellement désuet en 1965. Sauf peut-être la décoration. Elle est bien de 1937. De l'usine, on retiendra seulement qu'elle est encore capable, à l'heure actuelle, de fournir 1000 kWh à l'ensemble de l'ouvrage, grâce à ses 4 génératrices et à l'habileté des 8 ouvriers qui l'entretiennent, des hommes fort adroits de leurs mains. Il nous reste à voir la partie la plus importante de l'ensemble, celle vers laquelle est orientée toute l'infrastructure qui nous a retenus jusqu'ici, les tourelles d'artillerie. C'est là-bas, tout au bout, 700 mètres après l'autel où l'aumônier célébrait la messe. Ici, nouvelle précaution. Un sas aux portes blindées, chaque bloc avait le sien. La chambre de tir est là-haut, à 36,40 mètres au-dessus de nos têtes. Mais avant de pénétrer dans la tourelle, nous allons reprendre contact avec l'extérieur en empruntant le chemin habituel des patrouilles. Ces pièces ont servi en 39-40, d'abord au temps de la drôle de guerre et puis pendant la guerre tout court. D'après les archives de l'armée allemande, l'état-major d'Hitler avait admis dès le départ qu'il était impossible d'enlever de front un ouvrage aussi puissant que celui-ci. Aussi les Allemands ont-ils attendu l'arme au pied l'heure de l'armistice. Ailleurs, ils ont tenté, pour des raisons de prestige, des attaques frontales avec de gros moyens, aviation et mortiers de 420 mm. Ni le béton ni le cuirassement n'ont été entamés, et les ouvrages tenaient encore le 2 juillet 1940. De tout cela, il reste des souvenirs et quelques pièces d'artillerie dignes de figurer en bonne place dans le musée de la fortification. Comme cette tourelle à éclipse de 75 mm, dont le balancier, qui ne pèse pas moins de 180 tonnes, demeure un modèle de solidité et de précision.
Supposons qu'un de vos élèves de l'école supérieure de génie vous dise: mon capitaine, voulez-vous m'expliquer à quoi a servi la ligne Maginot en 1940? Qu'est-ce que vous lui répondez? Eh bien, la mission de la ligne Maginot en 1940 était d'abord la couverture des opérations de mobilisation et de concentration de nos armées de campagne. Nous vivons, et nous vivions déjà à cette époque-là, dans un régime démocratique. L'armée n'était pas tenue en alerte en permanence et la mobilisation prenait 3 semaines. Il fallait que pendant ces 3 semaines, les axes qui permettent d'accéder à Paris le plus rapidement possible, venant de l'autre côté du Rhin, soient couverts pendant que les régiments et les corps d'armée se concentraient en arrière. Ça, c'est la mission prioritaire de la ligne Maginot. Ensuite, dans la portion de frontière qu'elle couvrait, une fois cette mobilisation terminée, elle devait être à même d'assurer l'inviolabilité du territoire en permettant de livrer une bataille défensive dans d'excellentes conditions de combat avec des effectifs aussi restreints que possible. Ça, c'est une deuxième mission de la fortification, celle d'économiser du personnel. C'est une machine à économiser des gens, à économiser des moyens et à gagner du temps. Peut-on considérer que la ligne Maginot a rempli cette mission en 1940? Eh bien, à ma connaissance, notre mobilisation et notre concentration se sont opérées dans des conditions excellentes en 1939 et n'ont été gênées par aucune incursion ennemie de quelque nature qu'elle soit. Oui. Quant à la bataille défensive, il va de soi que l'effet répulsif de cette fortification, c'est-à-dire la crainte qu'elle inspirait au plan de l'état-major ennemi, a fait que les axes d'effort allemands ont été choisis absolument en dehors des régions fortifiées, ce qui est d'ailleurs du plus élémentaire bon sens. Oui, mais alors la ligne Maginot n'a pas assuré l'inviolabilité du territoire dont vous parliez tout à l'heure. Dans la portion de frontière qu'elle couvrait. Oui, mais ailleurs. La question serait à poser ailleurs également. Tout ceci, c'est le passé, même si les apparences sont celles de la vie. C'est pourquoi l'on peut se demander s'il est vraiment nécessaire, 20 ans après la fin de la guerre, de continuer à maintenir en état de fonctionnement un armement qui ne servira plus jamais. Bon, alors, commandant, je voudrais que vous me disiez quel peut être l'intérêt de la ligne Maginot pour la défense nationale en 1965. Toutes ces surfaces souterraines se trouvent protégées par une épaisseur importante de roc et de terre en surface qui offre une protection réelle contre les effets d'une arme nucléaire de puissance moyenne explosant à une certaine distance de l'ouvrage. En ce qui concerne les ouvrages les plus importants, il est prévu de les conserver dans le domaine public de la défense en raison de leur valeur d'abri. Ils pourront servir pour abriter soit des organismes de commandement, soit des centres de transmission, soit des dépôts de matières rares ou coûteuses, tandis qu'au contraire, les autres ouvrages de moindre importance, les petits ouvrages, seront remis au domaine. Cependant, ils ne seront pas tous remis au domaine, parce que certains de ces ouvrages, situés à proximité des agglomérations, pourraient servir d'abri au profit de la protection civile. Et dans ce cas, ils seront conservés par le ministère de l'Intérieur. Mais ce que je puis vous dire, c'est que certains ouvrages sont d'ores et déjà occupés, soit par l'armée de l'air en particulier, soit par des organismes interalliés dans le cadre de l'OTAN pour y abriter des organismes militaires. Dans cet ouvrage de la ligne Maginot, tel qu'il est en 1965, les techniciens de l'aviation ont succédé aux fantassins d'antan. Dans ce qui fut un magasin à munitions, des cerveaux électroniques ont remplacé les obus de 75. Ici est en effet établi le centre de détection et de contrôle le plus moderne d'Europe. Grâce à la sensibilité et à la mémoire des cerveaux, les moyens de défense peuvent être non seulement alertés mais déclenchés dans l'instant contre tout engin non identifié volant dans le ciel du vieux continent.
Dans la salle des opérations, 24 heures sur 24, des équipes de spécialistes prennent place autour de petits écrans pour scruter le ciel. Ils n'ont aucun calcul à faire. La machine assume à elle seule le travail qui nécessitait la collaboration de 100 hommes il y a seulement quelques années. Parmi ces spécialistes, des officiers allemands qui prennent leur tour de veille aux côtés de leurs camarades français. C'est le nouveau destin de la ligne Maginot. Un homme vit depuis 35 ans dans la ligne Maginot. Il l'a construite et maintenant il l'entretient après l'avoir défendue. Il était là en juin 40. Quand les Allemands sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, pratiquement, les Allemands nous ont pas battus, n'est-ce pas, parce qu'on a déposé les armes sur ordre du gouvernement 8 jours après l'armistice, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, le geste du commandant d'ouvrage, là, avant de sortir, il a reçu l'ordre du gouvernement français de se rendre avec son équipage, Oui. Bien sûr. Alors, avant de sortir, il a découpé le drapeau en petites pièces et il a donné une petite pièce à chaque soldat. Vous avez reçu, vous aussi, un petit morceau de ce drapeau? Oui, monsieur. Vous voulez me le montrer? C'était quel régiment? C'était le 166e régiment d'infanterie. Vous étiez combien à recevoir ce petit morceau de drapeau? Oh, je vous dirais environ 180 à 200 panneaux. Et vous l'avez toujours gardé sur vous depuis? Toujours. Toujours emballé et avec le petit portefeuille. Là. Vous ne vous en séparez jamais? Jamais.